Personne n'est censé pouvoir perdre à la fois son argent, son histoire et son état dans une même opération. Pourtant, parfois, tout continue comme si de rien n'était. Quand Paul ouvre la boîte en fer de son grand-père, il ne trouve pas des lettres, mais des obligations russes jaunies. En les touchant, il découvre que sa famille a financé un empire disparu. Paul est gestionnaire de patrimoine, nom modifié à des fins narratives. D'habitude, il parle d'ETF et d'assurance vie. Là, il compte les bons, un par un, sur sa table. Montant en francs or, coupons détachés à moitié. Son client lui demande seulement « Ça vaut encore quelque chose ?» Paul pensait à une curiosité de collection. En lisant les petites lignes, il comprend que ces bouts de papier formaient un système entier, caché dans l'épargne française. Le système à fleurs, sans encore se laisser nommer. Sur un des titres, une date imprimée saute aux yeux de Paul. 1906. L'emprunt est présenté comme garanti par l'État russe. Sous la loupe, il voit les mentions en français, les signatures, le taux d'intérêt autour de 5%. Sauf que ces obligations ont été souscrites par des instituteurs, des cheminots, des petits commerçants français qui n'avaient jamais mis les pieds à Saint-Pétersbourg. Comment des ménages de province ont-ils pu se retrouver à financer des chemins de fer à des milliers de kilomètres sans presque comprendre à qui ils prêtaient? Paul suit la trace des flux. Chaque ligne sur le papier renvoie à un engrenage qu'on ne lui a jamais enseigné. Un angle mort, net, dans sa formation. Hypothèse A, rassurante. Paul commence par l'explication simple. Il se dit que ces bons, à l'époque, étaient juste un placement exotique parmi d'autres. Une opportunité comme les obligations argentines d'aujourd'hui. Des investisseurs un peu plus audacieux, attirés par un taux plus élevé que celui des rentes françaises, auraient mis une petite partie de leur argent en Russie. Un choix individuel, assumé. Dans ce scénario, les bons russes seraient l'erreur de quelques épargnants joueurs, mal conseillés ou mal informés, qui auraient volontairement pris plus de risques pour gratter quelques points de rendement. Paul imagine des banquiers prudents, prévenant leurs clients. C'est loin, c'est politique, ne mettez pas tout là-dedans. Des décisions isolées. Des conséquences individuelles. Rien de systémique. Cette hypothèse s'effondre quand Paul tombe sur les chiffres montrant que jusqu'à 10 à 15% des placements étrangers français étaient concentrés sur les valeurs russes. La proportion ne ressemble plus à un simple goût du risque. Hypothèse B, complexe. Paul remonte alors d'un cran. Il lit les archives de grandes banques de dépôt, décortique des rapports du Crédit Lyonnais, de la Société Générale, de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Il se forge une autre idée. Ce n'est plus une affaire d'individus téméraires, mais d'ingénierie financière sophistiquée. Des syndicats bancaires auraient structuré des émissions russes comme des machines bien huilées. Obligations en francs or, coupons faciles à encaisser, versements échelonnés, publicité soignée dans le Figaro ou le Petit Journal. L'État russe, en retard industriel, avait besoin de capitaux pour ses chemins de fer, son armée, ses usines. Les banques françaises auraient servi de pont, prenant leurs commissions, répartissant le risque dans des milliers de portefeuilles. Dans la tête de Paul, un schéma se dessine. En haut, le trésor impérial à Saint-Pétersbourg. Au milieu, des ministères français qui encouragent discrètement l'exportation de capitaux vers l'allié russe. En bas, les petits porteurs. Un système technique, certes massif, mais guidé par la logique économique. La France a trop d'épargne, la Russie pas assez de capitaux, les banques optimisent et encaissent. Puis Paul lit les correspondances diplomatiques mentionnant explicitement l'usage des emprunts comme instrument de consolidation de l'alliance militaire franco-russe, et son schéma se retourne. Ce n'était pas la finance qui servait l'alliance, c'était l'alliance qui instrumentalisait l'épargne. Hypothèse C, dérangeante. Paul en vient à une idée plus sombre. Et si ces titres, si bien emballés, avaient servi surtout à transférer, en silence, le risque politique russe vers les salons et les cuisines français, sous couvert de patriotisme et de respectabilité bourgeoise? Et si les petits épargnants avaient été la contrepartie invisible d'une diplomatie qui n'assumait pas ses paris géopolitiques sur son propre budget? Le retournement. À partir de là, Paul ne regarde plus les bons comme des erreurs ou des hasards. Ils ressemblent à des pièces d'un dispositif soigneusement entretenu. Sur chaque obligation, il ne voit plus seulement un taux d'intérêt, mais une question. Qui savait quoi et quand? La question reste suspendue, sans réponse immédiate. Paul doit comprendre comment ce dispositif a pu tenir, alors que tout indiquait que l'Empire russe reposait sur un sol qui bougeait. Il reprend au début, mais sans raconter l'histoire comme un manuel.
Il la suit à travers ce qui arrive à l'argent. En France, après la défaite contre l'Allemagne et le paiement de l'indemnité colossale, l'épargne se reconstitue étonnamment vite. Dans les carnets du Crédit Lyonnais, Paul voit apparaître des milliers de petits comptes, des portefeuilles pleins d'obligations. Une bourgeoisie de rente se forme. Des fonctionnaires, des veuves, des notaires, des gens qui cherchent du revenu régulier. Les taux en France sont bas. Les rentes d'État ne suffisent plus. Les ménages veulent du bon 4%, du solide 5%. De l'autre côté, l'Empire russe pousse son industrialisation lourde. Les chiffres tirés des travaux de Witt montrent un retard massif par rapport à l'Europe occidentale. Pour rattraper, il faut des rails, des locomotives, des usines, une armée moderne. Tout cela coûte cher. Trop cher pour être financé uniquement par l'impôt interne. Alors l'Empire se tourne vers l'étranger. Paul voit les ministères français apparaître dans le décor, mais pas comme garants, plutôt comme organisateurs. Au Quai d'Orsay et aux finances, des fonctionnaires suivent de près les flux de capitaux partant vers la Russie. Les archives diplomatiques évoquent la politique de placement des capitaux français. L'alliance militaire se dessine. Visites officielles, conventions, croisières de flottes amies. En coulisses, les emprunts deviennent un outil. Envoyer de l'argent à la Russie, c'est renforcer un futur allié contre l'Allemagne. Le mur, Paul le touche quand il tombe sur les publicités d'époque. De grandes affiches, des encarts dans la presse nationale et régionale vantent les emprunts russes. Taux attractifs, mentions rassurantes, arguments d'alliance. Un épargnant qui lit Le Temps et écoute son banquier ne voit pas un pari risqué sur un régime lointain. Il voit presque un prolongement de l'État français. Un geste sérieux, légitime, presque patriotique. Pourtant, les signaux d'alerte existent. La Russie connaît des tensions budgétaires, des difficultés après la guerre russo-japonaise. La révolution de 1905, les grèves, la Duma, tout cela est largement commenté. Les risques politiques ne sont pas invisibles, juste absorbés dans le discours. Ce sont des troubles passagers, une étape vers la modernisation. Et les émissions continuent. 1906, encore un gros emprunt, destiné à reconstruire, stabiliser, rassurer. Paul cherche la raison unique qui a permis à ce système de tenir malgré tout. Pas une conspiration multiple, une seule force. Il finit par la voir dans les archives parlementaires et les textes réglementaires. L'absence volontaire de garantie explicite. L'État français laisse faire. Il ne garantit jamais officiellement les emprunts russes. Il n'inscrit nulle part qu'il couvrira les pertes. En même temps, il laisse les campagnes de souscription se dérouler. Il admet sans difficulté les titres à la cote officielle. Il leur ouvre les guichets bancaires, les réseaux de notaires, les caisses d'épargne. Les banques encaissent des commissions de placement. Les intermédiaires touchent leurs frais. La Russie reçoit ses capitaux. Personne ne signe d'engagement juridique clair envers les porteurs. Tout le monde laisse entendre, par l'alliance, par le décor, par la continuité des émissions, qu'il s'agit de placements considérés comme honorables. Ce vide légal devient le mur. Quand plus tard viendra le défaut soviétique, c'est contre ce mur que les porteurs français viendront se briser. Aucune garantie écrite, mais un faisceau d'indices moraux, politiques, symboliques, qui, eux, ne valent rien devant un juge. Paul pense à ce détail physique qui lui reste en tête. Les doigts tremblants d'une cliente âgée, venue lui montrer ses bons Russes plastifiés, les bords rigides coupant presque la peau quand elle les serre. Elle a gardé ses papiers comme on garde un contrat tacite avec l'État et la banque. Ce qu'elle tient, ce n'est pas seulement du papier étranger. C'est la trace matérielle d'une promesse jamais formulée, donc jamais trahie juridiquement, mais brisée dans tout le reste. Le geste de la cliente continue de lui revenir lorsqu'il feuillette les archives. Quand Paul interroge des historiens de la finance, le consensus tient en une phrase. La France a massivement financé la Russie impériale par l'épargne de ses ménages, dans un mouvement jugé rationnel au vu des rendements attendus. Un autre lui glisse que le vrai débat porte moins sur le défaut soviétique que sur la responsabilité des banques et de l'État français dans la présentation du risque, certains travaux montrant des nuances importantes entre ce que savaient les acteurs financiers et ce que comprenaient les souscripteurs. Mais face au micro, tous semblent refuser d'aller jusqu'au bout d'une idée, reconnaître que l'usage politique des emprunts comme ciment d'alliance a pu reposer sur l'acceptation implicite que, si tout tournait mal, ce ne seraient pas les États qui paieraient, mais les petits porteurs. Le non-dit circule, sans jamais se fixer dans une phrase. Pour répondre à la question de son client, Paul doit suivre les bons au-delà de la chute du tsar. La guerre éclate.
La France lance ses propres emprunts nationaux, mobilise son épargne pour ses canons, ses tranchées. Les capitaux privés partant vers l'étranger se contractent, mais les titres russes déjà émis restent dans les tiroirs, continuent un temps à verser des coupons. La Russie, elle, s'enfonce. Elle emprunte directement auprès de la France et du Royaume-Uni pour son effort de guerre, accumule une dette extérieure lourde. Les révolutions éclatent. En février, le tsar abdique. Le gouvernement provisoire, un temps, continue de servir la dette. Les coupons arrivent encore dans certaines agences françaises. Puis vient octobre. Les bolcheviks prennent le pouvoir. Quelques mois plus tard, un décret annonce la répudiation de toutes les dettes tsaristes et provisoires. Pour les porteurs français, tout s'arrête net. Plus de coupons, plus d'amortissement. À la bourse de Paris, les cours des valeurs russes s'effondrent. Certains titres deviennent presque invendables, classés en souffrance. Pourtant, l'État français ne se place pas entre ses épargnants et la Russie soviétique. Il rompt les relations diplomatiques, refuse de reconnaître la répudiation comme légitime, mais ne crée pas de mécanisme général d'indemnisation. Les porteurs se retrouvent pris en étau entre une Russie qui ne veut plus payer et une France qui refuse d'assumer. Dans l'entre-deux-guerres, Paul voit se mettre en place une scène étrange. Au Parlement, des élus interpellent les ministres. Ils rappellent comment la diplomatie française a promu l'alliance, comment les émissions russes ont été présentées dans la presse. Certains accusent les gouvernements d'avoir laissé croire à une sorte de sécurité implicite. Les ministres répondent en brandissant les textes. Aucune garantie légale n'avait été donnée, les placements étaient privés, chacun devait connaître le risque. Pendant ce temps, des associations de porteurs s'organisent. Des unions, des comités recensent les titres, déposent des pétitions, calculent les montants perdus. Des commissions d'enquête parlementaires se penchent sur la question, publient des rapports détaillés. Les banques, elles, sont critiquées pour les commissions encaissées et les prospectus trop rassurants. Certains journaux sont mis en cause pour leurs articles favorables, écrits dans un contexte de recettes publicitaires liées aux emprunts russes. Mais le mur reste là. Pas de mécanisme massif de rachat. Pas de conversion systématique par le Trésor français. La question des dettes russes devient un contentieux politique permanent avec Moscou. Un poids dans chaque négociation diplomatique, sans jamais se transformer en réparation claire pour les porteurs. Dans les années 30, la crise mondiale rend les marchés encore plus fragiles. Paradoxalement, certains milieux français voient dans l'URSS un partenaire économique à ne pas négliger. Des discussions s'ouvrent sur un règlement partiel, sur des compensations pour les biens nationalisés. Mais l'instabilité politique, la crise, puis la Seconde Guerre mondiale suspendent tout. Le dossier des emprunts russes gèle, littéralement. Ce n'est que plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, que la mécanique se remet lentement en route. Paul découvre des conventions d'indemnisation conclues entre États, des montants forfaitaires versés par Moscou à Paris pour solder, globalement, des créances anciennes. L'État français crée des commissions, recense les porteurs, vérifie l'authenticité des bons, classe les titres par catégorie. Des barèmes sont fixés. Les indemnisations sont réelles, mais largement inférieures à la valeur nominale des obligations, sans parler des intérêts perdus sur des décennies. L'argent versé par l'URSS, puis par la Fédération de Russie, est redistribué par le Trésor, parfois complété par le budget français. Au bout du processus, beaucoup de porteurs, ou leurs héritiers, reçoivent des sommes jugées symboliques par rapport aux pertes subies. Pour Paul, le choc n'est pas seulement financier. Ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement la valeur de quelques papiers anciens. C'est une croyance tenace. L'idée que l'État, lorsqu'il laisse l'épargne nationale se lier à un allié stratégique, finit toujours par se tenir derrière ses citoyens si tout bascule. En suivant la chaîne complète, Paul voit un autre dessein. L'épargne française a financé l'industrialisation, les chemins de fer, l'armée d'un empire étranger. Les banques françaises ont pris leur profit au passage. L'alliance diplomatique y a trouvé un instrument de poids. Quand le régime a chuté et que la dette a été répudiée, le risque a été laissé en grande partie sur les épaules des porteurs. Des décennies plus tard, l'État a indemnisé partiellement, à sa manière, en gérant la sortie comme un contentieux administratif à solder, pas comme une promesse morale à honorer. Alors, quand son client lui redemande « ça vaut encore quelque chose ?», Paul répond avec les chiffres, les barèmes, les lois. Mais une autre question, qu'il garde pour lui, le poursuit. Combien de systèmes actuels reposent encore sur l'idée que, si tout casse, ce ne sera jamais l'État qui paiera, mais, encore une fois, l'épargnant ordinaire? La question ne trouve pas de clôture nette dans son esprit. La boîte en fer est restée ouverte sur le bureau. Les obligations russes sont étalées,
Leurs bords rigides plient légèrement sous la lumière jaune de la lampe. Au fond, un vieux journal jauni montre une publicité de souscription avec un aigle double et des promesses de revenus stables. La main de Paul, au moment de refermer la boîte, s'attarde sur un coupon détaché, encore non perforé.